bienvenue donc à ceux qui nous regardent en direct sur French Web. On démarre cette table ronde consacrée au salaire du digital pour faire le point sur les évolutions de salaire ou pas d'ailleurs. Première question à vous, Pierre. Quel est le constat que vous faites, vous, aujourd'hui, sur les hausses ou les baisses, en règle générale, tous métiers confondus, sur les salaires aujourd'hui ? Les métiers du digital, c'est 4 familles. Il y a les métiers techniques, informatiques, on en parlera, puisque je crois que Urban Linker a fait une étude sur ces métiers-là. Il y a une deuxième famille qui est les métiers du marketing online, du ICRM, les métiers du business développement et de la régie, c'est la troisième famille. Et puis la quatrième famille, les métiers de la prod web, contenu et design. Les tensions, elles ont toujours été traditionnellement particulièrement fortes sur les métiers tech. Et la tension, elle est toujours là, la pénurie est toujours là, et la surenchère salariale est toujours là sur ces métiers. Sur les métiers de la régie, business développement et marketing online, on est dans une position d'assez forte pénurie et d'une certaine surenchère salariale. Il n'y a que sur les métiers de la production web, notamment web design, où moi je constate une stagnation, légère stagnation des rémunérations. Voilà le petit observatoire que Blue Search peut représenter sur ces métiers-là, comme on intervient sur les 4 familles. On a des indicateurs assez précis, mois après mois, année après année. Alors même question pour Clément, le constat global sur les salaires dans le digital. D'ailleurs, vous avez effectivement mené une étude auprès des développeurs récemment. Ouais, effectivement, en fait, on a depuis 2 ans lancé des études pour voilà, mettre un peu des grilles de salaire par rapport à pas mal de métiers, en particulier techniques, même si on le fait également sur les métiers web marketing et commerciaux. L'objectif, c'était surtout d'apporter voilà, plus de visibilité aux startups, à savoir j'ai un beau produit, mais voilà, est-ce que je suis capable d'attirer les bonnes personnes et est-ce que je les paye à hauteur de ce que le marché, de ce qu'elles valent sur le marché. Donc on a monté pas mal de choses là-dessus, on a fait des études, et on va dire qu'il y a les technologies évoluent, l'évolution des technologies et l'apparition de nouvelles technologies fait que c'est des marchés qui ne sont pas encore matures, donc il y a forcément une demande qui est très forte, il y a peu d'offres. Si on prend des métiers type certaines technos comme Java ou .NET, ce sont on va dire des technologies qui sont utilisées où il y a quand même beaucoup de grosses structures qui les utilisent, qui ont, elles, des grilles de salaire. Par contre, si on parle de métiers type des développeurs Ruby ou même l'apparition du mobile, voilà, c'est des demandes qui sont très fortes à l'heure actuelle et forcément, les startups recherchent à peu près tous les mêmes profils et il y a un peu une course à la surenchère qui peut se faire. On n'est pas au niveau de la Silicon Valley et des startups présentes aux États-Unis. On va en parler justement un petit peu après, exactement. Mais ça se fait un petit peu. Si on s'arrête simplement sur les développeurs, et là c'est une question que je vous pose à tous les deux, quelle est la fourchette ? Alors je sais que c'est un peu difficile parce qu'il y a des spécialités chez les développeurs qui impactent directement sur le niveau de salaire, mais si on doit donner une fourchette large aujourd'hui, en 2014, à combien est payé un développeur ? Je te laisse répondre peut-être parce que tu as... Ouais, alors après tout dépend, mais... Tu as rationalisé tout ça, j'ai regardé, j'ai tout étudié, les chiffres sont super. Il y a on va dire, bon, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que les gens sont autodidactes parfois dans le monde du web. C'est pas forcément le cas dans d'autres secteurs, donc ça peut jouer aussi sur le niveau salarial. Forcément, les études jouent. Le fait que les gens sont passionnés, qui peuvent développer des projets perso, fait qu'une personne qui sort d'études, on va dire à 22 ans, mais qui a commencé à développer à 12 ans, aura forcément plus de compétences que quelqu'un qui a commencé plus tard. Donc il faut prendre tous ces éléments. Qu'elle a déjà 12 ans d'expérience professionnelle, c'est sûr que ça fait fort sur l'influence sur le salaire. C'est pas 12 ans d'expérience professionnelle, mais si vous êtes développeur mobile... 12 ans en 24 heures, je suis désolé, ça fait 12 ans. Oui, mais si vous développez des applications mobiles à titre personnel depuis bien 5 ans par exemple, forcément quand vous sortez d'études, vous avez beaucoup plus de choses à montrer, beaucoup plus de pertinence. Sans rire, quand on regarde le CV d'un développeur, on ne va pas compter les années de carrière CDI seulement. On va vraiment regarder ce qu'il a pu faire la nuit, ce qu'il a pu faire pendant ses études, ce qu'il a fait à côté de ses études. C'est-à-dire que les projets exogènes, on va dire, comptent aussi, sont comptabilisés ? Ils comptent pratiquement pour un demi. C'est-à-dire qu'on considère que si la personne a réussi à faire un projet pendant 1 an, on va l'introduire dans son expérience professionnelle et ça a donc un impact sur les rémunérations. Et pour te répondre sur les chiffres, je pense qu'on démarre sans doute aux alentours de 35 pour un débutant et qu'on peut aller taper la barre des 50 KE qui jusqu'à présent était considérée comme la barre d'un chef de projet technique. On en parlera par rapport à toutes les autres rémunérations du digital tout à l'heure, mais ce qui est formidable, c'est la pression que les salaires des développeurs vont impulser sur l'ensemble des métiers. C'est-à-dire que si un développeur est à 50, 52, 54,
55 KE, qu'en sera-t-il de celui qui est son N+1, N+2, N+3 ? Et qu'en sera-t-il de tous les homologues, directeurs marketing, directeurs commercial, voire même des personnes au-dessus de direction générale d'une entreprise ? Donc c'est un petit peu comme une pierre qui tombe dans un lac, ça crée une onde générale qui modifie l'ensemble des structures de rémunération dans les entreprises. Alors ça, c'est une réflexion très française de se dire qu'un N+1 doit être payé plus cher que son N-1. Vous allez avoir aux États-Unis des gens qui sont très très brillants, qui ont 10 ans de métier de développement derrière eux, qui ne veulent pas du tout toucher au management et qui ont des compétences qui sont juste extraordinaires, qui peuvent créer des brevets, des choses comme ça. Et forcément, ces gens-là sont rémunérateurs pour la société, donc peuvent être payés plus cher que leur N+1. En France, on est plutôt dans une catégorisation qui est, si vous êtes développeur, votre N+1 doit être payé plus cher, le chef de projet doit être payé plus cher que le développeur. Ce n'est pas forcément pour moi le cas dans toutes les sociétés que je connais et avec qui je travaille. Il suffit d'avoir surtout savoir les compétences de chacun, s'ils sont capables de prendre le lead sur un autre ou pas prendre le lead sur un autre. Et ça, il y a une évolution, je pense, à faire aussi dans la mentalité sur ces évolutions-là. Après, pour reprendre sur les chiffres, je suis d'accord avec vous sur la fourchette. La fourchette, on commence plutôt 35, 36 en général. Jusqu'à plus de 50. Exactement. Après, il y a l'apparition aujourd'hui, de plus en plus, dans les métiers techniques, d'une partie variable, qui était à la base plutôt aberrante sur ce type de métier, mais qui aujourd'hui permet surtout aux startups d'avoir une fidélisation des profils au projet et à la vie de la structure. Aujourd'hui, quand on a envie de monter une startup et que les gens montent des startups, il y a un phénomène d'aventure et d'équipe qui se crée, qui est très très forte. Alors on va en parler un peu après, Clément, des variables, justement, de ce qui constitue aujourd'hui le package, qui ne s'arrête probablement pas simplement au fixe. Juste pour rester sur les développeurs, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler, en France ou en Europe, puisqu'on parlait de Berlin, d'une surenchère sur les développeurs? Je pense par exemple aux développeurs d'applications mobiles qui deviennent évidemment des personnages clés aujourd'hui dans les organisations. Une surenchère, on voit bien dans la Silicon Valley, quand j'en reviens, j'ai rencontré un développeur français d'ailleurs, chez Google, qui était payé 190 KE par an. C'est donc dire la surenchère, ce sont les développeurs qui font la météo de la Silicon Valley. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'en France, on arrive à cette tendance-là ou pas ? Alors, on n'est pas encore à ces niveaux-là. Donc ça se saurait. Il y a une partie quand même, les profils qui sont très bons sont forcément chassés aussi bien par les sociétés et même par, comme vous le dites, des sociétés américaines qui viennent montrer un peu leur bout de leur nez en France, comme ils avaient pu se faire il y a 20 ans sur les chercheurs français qui partaient aux États-Unis parce qu'ils allaient avoir des packages monstrueux. Mais on n'en est pas encore là, heureusement. Je pense que l'évolution aussi des phénomène d'éducation type l'école 42 ou le fait qu'il y ait de nouvelles formations fait qu'il va y avoir de plus en plus de profils qui vont s'intéresser à ce secteur-là, parce qu'on a vu aujourd'hui toutes les success stories qui sont autour de ça, donc forcément ça crée de plus en plus de monde qui vont arriver dans ce marché-là, et on peut espérer que ça va peut-être un peu se stabiliser, mais il y aura toujours une course aux très bons profils, comme il y a dans tout métier. Un très bon on le veut et on est prêt à mettre le prix si on le veut, quoi. Pierre, alors, surenchère ou pas ? Je dirais, heureusement ou malheureusement, l'espoir fait vivre. On aurait fait cette conférence en 99, date de la création de Blue Search, on aurait constaté la pénurie. On l'a fait en 2014 ou en 2015, on constate cette pénurie. Et rendez-vous dans 15 ans, et on constatera toujours cette pénurie. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont les vagues technologiques successives qui font la pénurie. Donc, pour te répondre, la tension est moins forte qu'aux États-Unis. 190 KE, j'aimerais bien, parce que les honoraires d'un cabinet sont quelquefois basés sur la rémunération annuelle brute, très souvent, donc ça ferait des honoraires extraordinaires. On n'est pas à ces niveaux-là, mais la tension reste forte parce que la pénurie, elle est qualitative. De nouvelles technologies et le marché de l'emploi ne suivra pas. Et quantitative, parce que les employeurs appartiennent à 3 catégories, comme tu l'as dit, les startups, et vous travaillez beaucoup avec ces entreprises-là. À notre niveau, Blue Search, on a 3 catégories de clients, les startups, les pure players et les groupes. Et très clairement, il y a une compétition intense. On n'a même pas parlé des SS2I. C'est 4 catégories d'employeurs qui peuvent recruter les mêmes personnes en même temps. Donc, forte pénurie, moins forte qu'aux États-Unis, fort salaire, 3 fois moins qu'aux États-Unis. Alors là, on est chez 42, le temple du code en accès gratuit, puisque l'école est gratuite, on le rappelle. Est-ce que ça peut... Bon, ça ne viendra jamais combler cette pénurie qu'on évoque ensemble, évidemment, mais est-ce qu'on peut espérer en projection que
des écoles comme ça se multiplient et éventuellement donnent un nouvel écosystème finalement en formation en tout cas. On peut l'espérer, il y en aura peut-être de plus en plus, mais le phénomène sera de ralentir en fait finalement la pénurie, mais je pense qu'on la comblera jamais vraiment. Je rencontrais un DRH d'une entreprise il y a quelques mois, et je lui disais, il y a 42, maintenant ça va bien se passer. Et il m'a dit, mais ça reste complètement entre nous, parce que je sais qu'on n'est pas diffusé sur French Web. Mais non, les étudiants de 42, ils vont tous être recrutés par les 3 parrains, par les entreprises de ces 3 parrains. Ça montre bien la petite désespérance. Il y a une école géniale, ça va former des étudiants super, ils ne sont pas encore sur le marché de l'emploi. Ils vont être absorbés très vite, pas seulement par Free, par vente privée ou les sociétés financées par Marc Simoncini ou d'autres, mais parce que de toute façon, 42 est très ouvert à l'ensemble des entreprises. Mais globalement, je pense que cela ne va tarir qu'une partie de la pénurie. Et c'est pas si mal, parce que qu'il y ait un marché de l'emploi, de l'offre et de la demande, qu'il soit agité et accidenté, qu'on se dise quand même que les développeurs peuvent rester en France, qu'on ne va pas faire du nearshore ou du offshore en Afrique du Nord, en Europe de l'Est, voire plus loin, on peut se dire que c'est bien pour l'emploi. C'est la semaine de l'emploi de French Web. Le discours est aussi de dire que les entreprises recrutent, qu'il est difficile de trouver des développeurs, mais que ces développeurs, pour une grande partie d'entre eux, sont encore basés sur le territoire hexagonal. Alors justement, je rebondis avant qu'on aborde les salaires dans d'autres fonctions que celles des développeurs, évidemment, notamment du marketing et du commercial, qui j'imagine font un appel d'air sur les offres aujourd'hui. Juste encore un point sur les développeurs. J'entendais récemment un patron d'une très grosse entreprise IT américaine, en France, qui me disait... Le problème, c'est que les développeurs aujourd'hui dans les grandes écoles et les brillantes écoles de programmation, il n'y a pas que 42, on pense à Epitech, on pense à d'autres écoles qui ont pignon sur rue aujourd'hui. Le problème, c'est que ces développeurs sont aspirés par des grosses SS2I, aujourd'hui on dit ESN d'ailleurs, je crois, et ils vont chez Airbus, ils vont chez Dassault, etc. Et on leur offre un tel tapis rouge à l'entrée que... Voilà, est-ce que ce n'est pas une façon de brider un petit peu l'innovation en attirant les meilleures ressources, pour peu qu'elles soient tentées par l'aventure? Est-ce que vous aussi, vous faites ce constat-là? Est-ce qu'il y a des développeurs pour qui Airbus, Dassault ou d'autres font encore rêver? Alors, il y en a forcément, parce que c'est des grosses boîtes qui ont des gros projets, donc ça peut attirer du monde, forcément. Après, je ne crois pas du tout une personne, un développeur qui cible une start-up sera amené à penser à Dassault et vice-versa. Aujourd'hui, le monde de la start-up fait que les personnes, quand on recrute, même nous, quand on recrute en interne, ou la plupart des start-up, quand elles recrutent des compétences d'une part, certes, mais elles recrutent un état d'esprit, quelqu'un qui va adhérer aux valeurs de la société, qui va être un moteur pour cette société-là. Et je ne suis pas sûr qu'un profil qui travaille chez Facebook, chez Google, ou qui va travailler chez Blablacar sera des gens qui vont un jour se dire bon, allez, je vais aller passer de l'autre côté, je vais aller dans une grosse boîte où il y aura de la hiérarchie, où il y aura c'est très carré, il n'y a pas du tout un phénomène de dire mon idée, je peux la porter, je sais qu'elle peut atteindre le PDG, je peux avoir une vision dans l'entreprise, je peux me créer avec cette entreprise, je peux grandir avec elle. Je ne suis pas sûr que la mentalité de ces deux catégories de développeurs matchent très bien. Donc en général, la scission, elle se fait assez rapidement, à mon avis, pour évoluer. Pierre ? Je nuance pour le plaisir de nuancer. Si on considère l'ensemble des métiers de la filière informatique et nouvelles technologies, les critères de décision des personnes qu'on a en face de nous, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur des postes de directeur technique ou de directeur de projet ou d'architecte, c'est la technologie, l'intérêt technologique. Et c'est vrai que sur ce plan-là, Dassault et Blablacar, Google et la BNP peuvent avoir des projets d'intérêt technologique comparables. Le deuxième critère, et là je suis absolument d'accord, ce sont les valeurs, la culture. C'est vrai que si on est intéressé par le fait de venir en short, d'avoir un environnement non hiérarchique, d'avoir une sorte de liberté de manœuvre, on ira un peu plus vers les startups, alors que les banques, les grands groupes apportent autre chose, un petit peu plus de sécurité, des avantages sociaux spécifiques et des projets de longue durée. Et puis, le troisième critère, quasiment à égalité par rapport aux deux autres, malheureusement, c'est la rémunération. Alors,
selon les individus. C'est la rémunération qui fera la différence, l'intérêt technologique et les éléments de culture d'entreprise. Alors justement, d'ailleurs, on aborde un point qui sera développé dans la prochaine table ronde, la dernière table ronde à 17h sur l'attractivité justement de la marque employeur. C'est un peu ça qu'on évoque ensemble. Alors parlons un petit peu maintenant des autres fonctions et des niveaux de salaire, notamment sur les fonctions commerciales et marketing, en start-up, en PME et en grand groupe. Est-ce qu'on peut là aussi donner des ordres d'idées, des fourchettes ? Pierre ? Je vous laisse, c'est votre spécialisation, soi-disant, donc allez-y. Soi-disant. C'est à peu près la recette du 4 quarts dans notre portefeuille de mission. C'est un quart métier technique, un quart métier marketing, marketing online ICRM, un quart métier commerciaux régie, puis un quart à production web, notamment pour les nouveaux médias. Donc sur les populations commerciales, il y a pénurie de chasseurs, il y a du business développement en France et aussi à l'international. Il y a des régies qui recrutent et malgré la montée en puissance d'outils programmatiques automatisés, on peut considérer que les parties fixes et surtout les parties variables ont tendance à progresser moins vite que sur les populations de développeurs et les chefs de projet techniques, mais assez vite malgré tout. Sur le web marketing, la progression est assez forte aussi et elle touche notamment les métiers de l'acquisition et de la fidélisation. Alors pour parler chiffres, au niveau de débutants, on va démarrer à 30-32 KE pour la population marketing. Et puis bien entendu, pour des gens qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience et qui vont travailler sur 1 ou 2 leviers d'acquisition, SEO, SIM, on est aux alentours des 40-45 KE. Sur les populations commerciales, 70% de fixe, 30% de variables, amenant un chef de pub online par exemple à avoir environ 50 KE, et c'est quelqu'un qui ne sera pas débutant, qui aura déjà 2 ans ou 3 ans d'expérience. Voilà quelques chiffres repères. On peut parler aussi du business développement, mais tu peux peut-être donner quelques compléments d'information. On est à peu près dans ces chiffres-là sur la plupart des métiers. Il y a des bases qui sont bien établies sur ces métiers-là, qui ont repris un peu en fait ce qui se faisait à la base sur du marketing, et ils ont reconstruit en fait toutes les grilles à peu près par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'il y a une vraie culture du variable sur ces métiers-là. Il y a une pénurie clairement de chasseurs. On le ressent dans beaucoup de startups qui veulent recruter des chasseurs pour se faire connaître. Je précise qu'on ne parle pas des chasseurs de tête, mais il y a une pénurie de chasseurs de tête aussi. De chasseurs, oui, dans le sens, quand on parle de profils commerciaux, il y a deux populations, les chasseurs, les éleveurs. Donc les chasseurs, c'est ceux qui font la prospection, qui vont faire venir des annonceurs ou des agences dans le portefeuille, ou bien en business développement, parce qu'il y a aussi le métier de BizDev France et international qui monte en puissance. Et là, les employeurs sont beaucoup plus diversifiés, parce que les métiers de la publicité online supposent une monétisation de l'audience, alors que les métiers du business développement peuvent concerner des sites de e-commerce, des portails, des solutions technologiques, web, etc. Justement, alors sur les fameux variables dont on parlait, qui effectivement représentent aujourd'hui, de ce que vous nous dites, une part importante dans l'offre aujourd'hui, de quelles variables on parle exactement aujourd'hui ? Est-ce que c'est, je pense par exemple à l'actionnariat salarié, de l'equity, voilà, des choses qui engagent un petit peu plus le collaborateur qui rentre dans la société. Alors il y a deux formes de variables. Il y a le premier variable qui va être plutôt lié au salaire, qui va être par rapport à l'atteinte d'objectifs ou que les gens ont l'intérêt au projet, c'est-à-dire d'être ponctuel, de participer, ce genre de choses, donc qui sont plus dans la vie d'entreprise. Donc là, ça peut être un certain variable. De plus en plus dans les startups, il y a l'apparition d'un phénomène qui est plutôt les BSPCE ou pouvoir avoir des stock options. Donc rentrer véritablement dans le projet. En général, c'est sur un noyau dur des premiers recrutements. Après, c'est plus compliqué. Ça dépend également beaucoup de l'entrepreneur ou des entrepreneurs qui montent la société. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui envie de diluer leur part ? Est-ce que ça fait partie de leur culture ou non ? Voilà, ça dépend. Il y a pas mal de startups, moi, avec qui je travaille, qui ont une culture assez américaine, donc qui sont dans justement ce côté, on donne également des stock options pour que les gens s'inscrivent sur du long terme avec nous. On dit aujourd'hui que les startups sont, c'est pas une règle absolue, mais ça devient presque généralisé que d'incentiver le collaborateur en lui ouvrant des parts du capital. Disons que ça permet de garantir un petit peu, ça peut permettre déjà de négocier un salaire plus bas à la base finalement, en se disant il y a possibilité que si tu viens de mettre ta pierre à l'édifice, que la boîte décolle, tes parts vont prendre de la valeur. Donc finalement, au départ, on va peut-être te payer un peu moins. Ça peut être un jeu de négociation.
Et après, il y a un deuxième phénomène qui est plutôt de se dire, oui, ça fait partie de ma culture. Moi, je veux que tous les gens qui soient dans la société, dans ma boîte, aient aussi, et des parts, c'est comme ça. Je veux que ça soit quelque chose d'établi. Et dans ce cas-là, on reste sur un phénomène de salaire, mais c'est juste une petite chose en plus qui peut compenser des avantages qu'on n'a pas forcément en start-up en règle générale. Je pense au RTT, je pense au ticket restaurant ou ce genre de choses, qui permet d'avoir un élément supplémentaire à charge pour justement convaincre et puis pouvoir au cas où à 2 startups équivalentes peut-être faire le petit biais supplémentaire. Tu dis à 2 startups équivalentes, mais le marché de l'emploi, il engage aussi les gros pure players et les grandes entreprises du retail, de la grande consommation, voire de l'industrie, qui sont très souvent nos clients. Et les structures de rémunération, elles ne sont pas équivalentes. Souvent, quand on voit un candidat et qu'il considère le salaire de la start-up, il va vouloir être rassuré sur le fixe. Il trouve assez normal qu'il y ait un bonus. Tout à fait d'accord avec cette structure de rémunération. Et quant à la troisième partie, de façon un peu paradoxale, il va considérer que c'est une sorte de monnaie de singe. C'est-à-dire que c'est une rémunération que je toucherai peut-être beaucoup plus tard. Donc il ne la prend pas forcément en considération, de façon peut-être un petit peu maligne, dans la négociation qu'il a avec la start-up. De l'autre côté, les groupes, ils proposent en effet très souvent des avantages sociaux supérieurs, je suis d'accord. Souvent des systèmes d'intéressement et de participation. Encore faut-il que l'entreprise gagne de l'argent. Il y a beaucoup de groupes qui ne gagnent plus d'argent aujourd'hui, qui ne distribuent pas les 2 ou 3 mois de salaire qui existaient auparavant en intéressement et en participation. Et le fixe et le bonus sont en effet toujours présents, et peut-être même au niveau des bonus, y a-t-il la volonté des entreprises d'objectiver de plus en plus la performance de leur cadre, et donc de ce fait de donner des bonus individuels de plus en plus élevés, qui peuvent représenter 30-35% de la rémunération, et concerner tous les métiers, pas seulement, je suis d'accord avec toi, pas seulement les métiers commerciaux, ça a toujours été traditionnellement de gros variables, mais également les métiers marketing, les métiers de l'éditorial, les métiers du design, et même les métiers de développeur dont on a parlé il y a 20 minutes. Je me pose la question de savoir, et après je prendrai quelques questions à mi-parcours de la table ronde. Je trouve ça plus intéressant que vous nous coupiez vous aussi dans cette table ronde. Une question sur le variable par rapport aux facteurs peut-être plus moins quantifiables. Je pense au lieu, on parlait un petit peu des conditions de travail. C'est vrai que quand on n'a pas forcément un gros budget dans son recrutement, on peut peut-être aussi vendre autre chose que des monnaies sonnantes et trébuchantes. Alors effectivement, il y a beaucoup... et vous avez vu un peu dans le reportage que vous avez fait, quand vous voyez tous les lieux, toutes les startups, la plupart des entreprises aujourd'hui de type startup essayent de mettre aussi alors, pas forcément au début, parce que c'est compliqué quand on est dans un incubateur, même tous les incubateurs sont super jolis. Mais voilà, ils essayent vraiment d'avoir une sorte de marque un peu employeur, de marque de fabrique aussi dans le lieu, pour que les gens se disent déjà je vais passer beaucoup de temps en entreprise, donc c'est quand même beaucoup plus agréable d'arriver dans un lieu où c'est agréable, c'est chaleureux, il y a de la couleur, il y a des grandes ouvertures, il y a de la verdure. Beaucoup de startups jouent aussi beaucoup. Nous, je le vois chez Urban Linker, par exemple, on a une borne d'arcade, pardon. Voilà, c'est aussi des petites choses comme ça. Il y a le phénomène de pouvoir faire la cuisine aussi tous ensemble. Le café à volonté, ce qui est très amusant, c'est lorsque les groupes essayent de mimer et d'imiter cela. Il n'y a pratiquement plus une entreprise où je ne vois pas une table de ping-pong, un flipper ou autre chose dans le hall d'entrée. Donc c'est amusant. D'ailleurs, le discours qu'ont mes clients, qui sont très souvent des entreprises ancestrales, qui ont été créées il y a 100 ou 202 ans, et qui me disent on veut des intrapreneurs, on veut même quelquefois, elles se trompent, des entrepreneurs. Donc, le film est génial. Il fait parler à l'instant des startups et des personnes qui travaillent en startup et des dirigeants de startup. Mais le phénomène d'esprit d'entreprise, de création de valeur, de tempérament entrepreneurial est finalement récupéré, annexé, redirigé et redigéré par les groupes. Donc, ça rend en effet les petits côtés non monétisables que tu évoquais un peu plus difficile à faire valoir par les startups. Mais est-ce que c'est pas un peu... vous m'entendez bien? J'ai l'impression que les micros... oui. Le tien est moins fort. Ouais, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas quand même une façon, bon, je suis un peu critique là volontairement, de faire passer la pilule? Parce que un baby-foot, le Wi-Fi gratuit, travailler debout à la cantine, ça suffit pas quand même. Alors, ça suffit pas, mais ça démontre un petit peu, je dirais, une certaine culture d'entreprise finalement. Et une proximité aussi peut-être avec les dirigeants, c'est-à-dire pouvoir se dire voilà, je vais
je vais prendre mon patron sur un 2-7 au ping-pong par exemple. Voilà, c'est peut-être pas forcément ce qui peut arriver chez Danone ou ce genre de choses. Peut-être plus simple pour négocier son futur salaire. Alors, ça permet surtout de créer des relations, je dirais hiérarchiques beaucoup moins verticales et beaucoup plus horizontales, et d'avoir un phénomène un peu de se dire, je peux aller boire un coup après avec mon patron ou ce genre de choses. Du coup, il y a un phénomène de proximité qui se fait. Peut-être dans ce cas-là, on révèle beaucoup plus peut-être les idées qu'on peut avoir autour de la société, autour de la stratégie, dire je trouve que ton idée elle est pas bonne ou elle est bonne, et donner des avis. Je pense que ça peut l'aider également dans ce phénomène-là, de fait d'avoir un cadre un peu plus souple, ou en tout cas paraît plus souple. Ça peut permettre d'avoir des échanges peut-être beaucoup plus faciles et dire peut-être plus de choses que dans un cadre qui est vraiment très hiérarchisé ou très formaté. Oui, soyons clairs, dans ces entreprises, rien n'est fabriqué. Ils vivent comme ils sont. S'ils mettent un baby ou une table de ping-pong, c'est pas parce qu'ils se disent on a des salaires inférieurs, c'est parce que je pense que c'est dans l'ADN de l'entreprise et du dirigeant, avec une moyenne d'âge des dirigeants qui est aussi particulièrement basse. Alors que par contre, les groupes, lorsqu'ils mettent le petit virus entrepreneurial à l'intérieur de l'entreprise, vont en effet avoir besoin de quelques effets de démonstration et mettre un baby près du hall d'accueil alors que l'ascenseur monte jusqu'au 45e étage. Il y a un effet de conduite du changement dans les grosses boîtes quand elles font ça, alors que elles ont besoin de symboles. Les startups, c'est le côté génération Y. Elles ajoutent les symboles, alors que dans les startups, ces symboles, ils sont naturellement dans le fonctionnement de l'entreprise. Ouais. On va prendre quelques questions de vous, de la salle. Est-ce qu'il y a une main qui se lève pour poser une question à Pierre ou Clément? Non? Tout est hyper clair. Oui. Je vais la répéter après vous. D'accord. Vous avez risque d'être un petit peu long. Alors si elle est longue, je vous passe mon micro. Bonjour, Nicolas Tricot de Blablacar. J'aurais voulu savoir, en fait, vous avez parlé un petit peu au début, vous avez abordé un point qui m'intéresse particulièrement, c'est justement le changement d'état d'esprit dans le rôle du développeur ou du technique en général par rapport à ce qu'on connaissait avant, ou alors on avait la seule évolution possible était de devenir chef de projet, forcément de s'orienter vers du management, et aujourd'hui on essaie plutôt de créer des échelons d'évolution au niveau des équipes de développement pour donner une possibilité de pouvoir devenir extrêmement pointu dans le domaine du développement ou de la technique et d'avoir des salaires en conséquence qui peuvent bien sûr être supérieurs à ceux de leur N+1 ou autre. Et du coup j'aurais voulu savoir comment vous voyez ça vous de votre côté. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui commence à changer? Est-ce que ça va dans cette direction-là? Est-ce que les candidats s'attendent à trouver ça, ou est-ce que c'est encore quelque chose d'assez nouveau ou... Je peux donner un élément en effet. Je pense que pour quelqu'un qui est développeur, la progression elle est dans 3 directions. Les carrières d'hyper-expertise, et c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus valorisées qu'auparavant, valorisées notamment par le chef d'entreprise. Je pense que nous, en tant que chasseurs, Urban Leaker, Blue Search, d'autres cabinets qui travaillent dans le digital, on sait reconnaître cela. Je pense qu'il y a peut-être un petit déficit encore au niveau des cadres RH en entreprise plus généralistes, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de monétiser et de valoriser ces carrières-là. Première possibilité. La deuxième, l'accession au management, qui a toujours existé, qui a toujours été la voie dite royale. Et puis la troisième, qui consiste à essayer de panacher et aller un peu plus vers la maîtrise d'ouvrage, notamment vers le métier de Technical Product Manager, qui est un métier un peu hybride, qui est apparu aux États-Unis il y a à peu près 15 ou 20 ans, et qui est de plus en plus courant en France dans des startups technologiques, mais également dans des entreprises de la taille de Blablacar ou de la taille de vente privée ou d'autres entreprises qui ont beaucoup et bien grandi. Et les métiers de product manager, ils sont technico-fonctionnels, donc le développeur va pouvoir exploiter son savoir-faire technologique, mais va pouvoir le panacher par rapport à l'aspect fonctionnel. Donc pour répondre à votre question, pour la plupart des acteurs et des recruteurs et des employeurs, les carrières d'expertise sont valorisées, notamment lorsqu'il y a de la recherche et développement, l'innovation et du disruptif. Les carrières vers le management sont traditionnellement reconnues, ça continue. Et les métiers technico-fonctionnels montent aussi en puissance. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Je vais passer. Une question relative au salaire par rapport au sexe. Alors je repose la question pour nos auditeurs sur French Web. Y a-t-il des disparités encore entre hommes et femmes sur les niveaux de salaire d'une entreprise à une autre, selon qu'elle soit petite ou grande? C'est un peu ça l'idée? Ou grande ou voilà ou autre. Voilà. Je te laisse répondre. Il y a deux. Moi, je l'ai pas remarqué par rapport à mes recrutements que j'ai pu faire, même chez Urban Leaker. J'ai pas remarqué. Ce qui est certain, c'est que
en tout cas sur la partie technique, c'est quand même plus masculin que féminin encore à l'heure actuelle, très clairement, même si ça tend encore un petit peu à bouger. Quand je suis rentré dans l'amphi, que j'ai vu autant de femmes, je me suis dit que les étudiants de 42 étaient en stage. Et après, sur la partie web marketing, par exemple, moi je remarque aucune différence. Il n'y a pas du tout ce phénomène qui pouvait exister dans les grosses boîtes. Je ne suis pas sûr qu'un entrepreneur dans une start-up va dire non, là, si je recrute une femme, il y a le risque qu'elle tombe enceinte, donc du coup je ne vais pas la recruter par exemple, je vais plutôt partir sur un profil masculin. Non, je pense que justement l'intérêt du monde du digital et de cet écosystème-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé sur beaucoup de domaines, et en particulier on a remis beaucoup de choses à plat sur beaucoup de phénomènes et de compétences, et en particulier celle-là, donc la différence homme-femme qui est beaucoup plus fine que sur la grande distribution, ce genre de choses, où là il y a des écarts qui sont peut-être plus conséquents, finalement. Le critère de discrimination principal dans le digital, ce n'est pas le sexe, c'est l'âge. Et dans le sens inverse de ce qu'on trouve dans les autres secteurs, qui est plus on est jeune, plus on a de chances de trouver un job. Et les débutants ont d'ailleurs pas mal de facilité à s'insérer sur le monde de l'emploi digital. Tout simplement parce que les agences aiment bien recruter des débutants, parce que les entreprises start-up peuvent se dire je vais prendre le risque de recruter un débutant, c'est moins cher, et ainsi de suite. En revanche, en effet, la barrière des 40 ou des 45 ans s'exprime donc à un âge inférieur à ce qu'on trouve dans d'autres secteurs où c'est plutôt 50 ou 55 ans, qui est un virage difficile dans la carrière d'un cadre. Ouais, effectivement. Après, il y a aussi le phénomène du salaire qui joue forcément. Une start-up aura beaucoup plus de mal à assumer quelqu'un qui a 15 ans de métier, qui est expert dans son domaine, et va peut-être plus jouer sur le potentiel d'un junior ou d'un confirmé, quoi, très clairement. Alors une autre question avant de reprendre une question de la salle. Quid des salaires sur ces nouveaux métiers, ces métiers qui émergent? Je pense au chief data analyst, au métier de l'analyse de données par exemple, ou tous ceux qui sont qui travaillent à la veille stratégique, au growth hacking par exemple, des métiers c'est un peu le buzzword du moment, mais ça existe. Est-ce que combien ils sont payés ces gens-là en gros? Alors ça, c'est une bonne question. Il y a plusieurs phénomènes. Si on parle par exemple des métiers type du big data, aujourd'hui c'est quelque chose qui est très 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 à la mode. Tout le monde veut faire du big data. Tout le monde, le phénomène de faire parler les données est très 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 important. Donc aujourd'hui, forcément, on est sur des rémunérations assez élevées. Si on parle de profils comme des data scientists, donc qui sont plutôt des gens qui viennent du monde de statistiques ou qui ont fait des grandes écoles d'ingénieurs type Polytechnique, l'ENSIMAG ou ce genre de choses, on peut être sur des niveaux de rémunération qui tapent tout de suite sur du 45-50. Il n'y a pas de... Et c'est pas très choquant parce qu'on est sur des gens qui sont tout de suite assez experts dans un domaine finalement. Si on parle des métiers plus orientés UI, UX, qui sont aujourd'hui une apparition assez forte avec l'apparition des métiers depuis quelques années de product owner ou ce genre de choses, de product manager, où le produit est vraiment au cœur aujourd'hui des startups, il y a un phénomène qui est de se dire aujourd'hui, avant de lancer un produit, il faut que mon expérience utilisateur soit vraiment poussée. Donc on a vu l'apparition des profils UI UX qui existaient depuis quelques années à Berlin, qui est une culture un peu plus arty dans leur manière de procéder, et qui aujourd'hui, ces métiers-là sont relativement demandés, mais là pour le coup il n'y a pas la poussée des salaires n'est pas si forte, donc on va être sur des profils qui seront de l'ordre de 30, 35, 40, 45 pour des gens un peu plus confirmés. Après, si on parle vraiment d'architecte de l'information, où là c'est beaucoup plus avoir une vision beaucoup plus large sur le produit et comment ça va se structurer, là on va être sur des profils plutôt autour de 45, 50, 55. Voilà un petit peu le gros hacking. Si on parle un peu des problématiques autour des gros hackers, alors c'est encore très très jeune en France. Est-ce qu'on peut redonner une définition du growth hacking? Le growth hacking, en gros, c'est être capable de scaler une boîte en termes de business, donc d'avoir une forte croissance en ayant un marketing qui est très 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 faible. Je prends un exemple tout bête. Airbnb, lorsqu'ils se sont lancés, ce que faisait Airbnb, c'est que les gens prenaient les propres photos de leur appartement et les mettaient en ligne sur le site Airbnb. Un des deux cofondateurs d'Airbnb est passionné de photographie. Il s'est dit c'est pas possible, il y a des photos qui sont quand même pas top du tout, que ça donne pas envie. À l'inverse de Bon Coin, par exemple. Alors, ça donnait pas du tout envie. Du coup, il a été voir, je crois, à peu près 100 ou 200
personne qui s'était inscrite sur le site. Il a pris les photos, il les a mis sur le site et il s'est rendu compte qu'il y avait tout de suite 30% de plus de réservations qui étaient faites. Donc là, il s'est dit il y a quelque chose à mettre en place et il a mis tout un système avec des freelances sur des photos, des photographeurs freelance pour aller chez les gens, prendre des photos. Et voilà. Donc le marketing quasiment très très faible, ça lui a donné juste une idée de business en plus à créer pour avoir une qualité supplémentaire sur les photos du site et augmenter finalement la conversion entre les personnes qui viennent et qui commandent. Pierre ? Ce qui veut dire, on ne sera pas forcément d'accord, de toute façon personne ne peut savoir qui a raison, que le growth hacking c'est plus un état d'esprit, une méthodologie, une capacité à penser autrement, à transgresser, à provoquer, à changer de modèle, à inventer un autre modèle qu'un métier en tant que tel. Donc je ne sais pas si dans 4 ans ou 5 ans, on aura dans les organigrammes des growth hackers. En revanche, sur tous les autres métiers que tu as cités, c'est en même temps un effet de mode et en même temps une mode qui va durer. Notamment sur le big data, il y a aujourd'hui une forme de compétition entre le Chief Data Officer et le Chief Digital Officer. On recrute chez Blue Search les deux. Quelquefois, le Chief Data Officer est rattaché au Chief Digital Officer. Quelquefois, ils sont côte à côte. Je n'ai pas encore vu de cas où le Chief Data Officer prenait l'ascendant sur le Chief Digital Officer. En tout cas, il y a une congruence, une intersection entre ces deux ensembles. Et sur tous les métiers de Chief Data Officer et juste en dessous, tous les métiers que tu as cités, ce sont des métiers qui se développent. J'aurais même tendance à ajouter peut-être 5 ou 10 KE aux rémunérations que tu as données, mais il est certain qu'on manque encore un tout petit peu de statistiques sur ces métiers, parce que même si on fait des recrutements Urban Leaker et Blue Search sur cet environnement, on n'a pas encore les échantillons aussi représentatifs. Je suis également délégué général du club des DRH du Net. On réalise, et cette fois sur feuille de salaire, des études de rémunération. On va introduire ce métier dans la prochaine étude de rémunération et je vous donne rendez-vous dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans pour parler de l'évolution de ces métiers. Mais je pense que la progression va être aussi rapide que celle qu'on a sur les métiers de développeurs. Une autre question de la salle ? Oui ? Je vous écoute. Alors, je répète juste la question pour ceux qui nous écoutent. En gros, sur les fonctions RH en entreprise, est-ce que les salaires changent, bougent, évoluent et puis aussi les attentes, comme vous l'avez décrit, impactées directement par le digital ? Je vais un peu doucher les ardeurs, mais non. La réponse est non. Tout autant, je pense qu'une expérience sur les métiers du digital est un avantage compétitif pour un RH. Le fait d'avoir géré des populations digitales ou d'avoir réussi la transformation digitale de sa fonction. Parce qu'un DRH du digital, il a ces deux qualités, a priori, d'avoir entamé ou réussi la transformation digitale au niveau de la marque employeur, au niveau des process internes, de l'intranet, et d'avoir géré des populations du digital. Mais je ne pense pas que ça se traduise par des rémunérations différentes, parce qu'on est noyé sur un marché de l'emploi beaucoup plus vaste et donc en compétition avec beaucoup d'autres RH. Enfin, moi, je le vois au niveau du club des DRH du Net. Alors certes, on n'étudie pas le métier de RH, mais ils me donnent tous à un moment ou à un autre, dans un moment d'abandon, leur rémunération. Et je n'ai jamais constaté que les rémunérations étaient très supérieures à celles que je pouvais trouver dans le retail, dans la grande conso ou dans l'industrie. Je suis d'accord également. Bon. Il y a juste un petit élément peut-être à rajouter il y a une transformation plus du métier en start-up, de ce type de métier, avec l'apparition par exemple de ce qu'on appelle les feel-good managers. Qui sont souvent rattachés à des profils plutôt RH à la base, mais c'est encore des métiers qui sont très 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 jeunes en France. Un feel good manager, en gros, c'est quelqu'un qui est là pour un peu mettre, je dirais pas la bonne ambiance, mais pour apporter, on va dire, pour être sûr que tous les gens de l'entreprise se sentent bien, sont super sympa comme job, ça. Ouais, c'est très très présent à Berlin et dans la Silicon Valley, mais c'est beaucoup moins présent en France. Mais c'est souvent des métiers qui sont très orientés, sont plutôt des profils RH à la base qui vont sur ce type de métier, mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'évolution de salaire différentes parce qu'il n'y a pas vraiment une pénurie. Vous remarquez qu'à chaque fois qu'on veut un métier sympa, on met un intitulé en anglais. Alors si on met Phil, Growth, Hacker, etc., c'est encore beaucoup mieux. On n'a pas assez parlé des métiers du multicanal, les métiers du ICRM. Je fais juste une petite cartouche s'il n'y a pas de questions sur le sujet. Mais ce sont aussi des métiers qui sont pénuriques parce que tout autant les médias, nouveaux médias, sont en train de travailler sur leur base de lecteurs, base d'abonnés et ils recrutent beaucoup de cadres dans cet environnement. Tout autant les sociétés du e-commerce travaillent beaucoup sur
leur programme de fidélité. Et quant aux entreprises qui font du clic et du magasin et du web to store, dans les deux sens, ont besoin de recruter des gens qui vont gérer leur base client. Donc on est à la marge, on est à la frontière des métiers du big data, mais ce sont des métiers sur lesquels nous avons, beaucoup de demandes exprimées de la part de nos clients. J'ai une dernière question avant d'achever cette table ronde consacrée au salaire du digital. Je pense bizarrement aux stagiaires qui sont hyper nombreux en start-up. On les oublie souvent. Même nous, on en a un, et d'ailleurs, il n'est pas loin, il est génial et il va rester. Je confirme. Sauf si on le Il est chasse, super. parce que là, j'ai déjà pris sa carte de visite. Non, mais c'est vrai, ça a l'air bateau comme ça. Mais quand on pense aux fonctions de stagiaires, ça paraît bête comme ça. Mais ils sont des personnages souvent clés qu'on oublie évidemment ou qu'on inclut dans les effectifs pour grossir un peu le chiffre. Mais ça reste quand même des personnages clés. Bref, ma question c'est, est-ce qu'aujourd'hui le digital peut être une chance et une opportunité pour des contrats de formation en alternance, des profils comme ça qui mixent études et vie en entreprise, stagiaires, etc. etc. Alors nous, on ne recrute pas de stagiaires chez Urban Linker. Donc On n'a pas encore trouvé le modèle économique sur les stagiaires. Exactement, c'est très compliqué. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que si on prend un peu l'exemple des startups, elles sont dans un phénomène qui est de se dire, on a levé des fonds, il faut qu'on gère ces fonds. Donc il y a peut-être parfois une capacité à se dire, on peut prendre des stagiaires, des bons stagiaires, parce que ça nous coûtait moins cher. La problématique qu'on a derrière, c'est qu'il faut les former, ça prend du temps. Et si vous avez un roulement tous les 6 mois de nouveaux stagiaires, ça peut être assez complexe. Donc moi, ce que je repère souvent dans beaucoup de startups avec qui je bosse, c'est plutôt soit de l'alternance, donc 1 ou 2 ans, ou alors un phénomène sur des stages de fin d'études où tout de suite on pense à la conversion CDI, on se dit voilà, le temps de formation, derrière on va avoir quelqu'un qui va connaître le produit, qui va connaître la techno, qui va connaître l'entreprise, les gens et où est-ce qu'on veut aller, la stratégie, et qui du coup en fait après serait complètement à même de s'intégrer. Donc il y a beaucoup de demandes sur des stagiaires. Après c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours un phénomène qui va être lié aux compétences et que les startups vont vouloir avoir des gens qui sont qui s'inscrivent dans un phénomène de se dire il faut qu'ils soient performants, qu'ils soient compétents. Certes, mais ce sont des moyens, on va dire, accessibles exactement. Et une capitalisation sur des profils qui pourront à terme pouvoir exactement transformer en CDI. Pierre, vous êtes d'accord avec ça ? Absolument, et comme je suis d'accord, je vais répondre à une autre question, parce que juste de l'autre côté de l'éventail, il y a les stagiaires, mais il y a aussi les postes de direction qui montent en puissance dans les organigrammes des grandes entreprises. Ce que je veux dire, c'est que les cadres du digital et les directeurs d'équipes digitales, qui étaient un peu enclavés, un peu sous-estimés, un peu à côté des structures des grandes entreprises, sont en train de prendre leur place, soit au sein du CODIR, quelquefois même au sein du COMEX ou rattaché au COMEX. Ce qui est une très bonne nouvelle et ce qui prouve que l'accélération digitale, on a longtemps parlé de transformation digitale, le mot est encore tout à fait en usage, mais moi je parle plutôt d'accélération digitale, et l'accélération digitale, c'est le recrutement de stagiaires et c'est le recrutement aussi de directeurs dans les CODIR, de directeurs dédiés au métier du digital. Merci beaucoup Clément et Pierre, je crois qu'on peut les applaudir. Merci. Pour cette table ronde.